Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement dédié à la préservation de l'environnement de Mayotte. Et ce matin, dans cette émission, nous allons parler évidemment d'eau et nous allons parler plus particulièrement des eaux de ruissellement, notamment quand il pleut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette eau? Pourquoi on ne la récupère pas suffisamment? On va aborder toutes ces questions parce que agir au quotidien pour l'environnement, eh bien sûr que c'est possible et que j'y crois. Pour parler de ces questions, nous avons sur le plateau ce matin la déléguée générale de l'association Naïma, Roukia Lahadji, bonjour. Bonjour Anne, et comment allez-vous Anne? Très bien, et vous? Pleine forme? Toujours. Et ben voilà, et puis nous avons également ici Maïla Marie qui est chargée de mission à la Fédération mahoraise des associations environnementales. Bonjour. Bonjour. Pleine forme également? Toujours, et vous? Eh bien écoutez, parfait, pleine forme. On va donc pouvoir aborder les questions de fond, parler de l'eau qui ruisselle, parce que c'est vrai que quand il pleut bien et beaucoup, et on voit beaucoup de cette eau qui ruisselle, et c'est vrai que quand on manque d'eau, on se dit que tout ça est un peu gâché quelque part. Pourquoi? Alors, première question, est-ce que l'eau qui ruisselle sur nos trottoirs est potable ou pas? Potable, non. Et voilà, faut le dire. Ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, elle n'est pas potable, vu que là où elle ruisselle est un sol qui est sale, donc forcément elle récupère toute la saleté qu'il va avoir et la pollution qu'il va avoir sur le trottoir pour l'entraîner avec. Donc potable, non. Donc, on ne la boit pas. Si on a envie d'essayer de tenter de la récupérer, c'est pour laver sa voiture, mais surtout pas pour les usages domestiques. Absolument. Surtout pas boire, surtout pas faire manger avec, surtout laver pas avec. se laver avec, surtout pas laver la vaisselle avec, laver le linge avec. Donc, évitez au moins cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec cette eau, si tant est qu'on arrive à la capter? On se posera cette question après, mais l'eau de ruissellement, on peut faire quoi avec? Oh, tout ce qui est extérieur déjà, hein. Je pars sous le contrôle de mon collègue qui est à Oui. côté. Mais tout ce qui est extérieur, déjà, arroser nos jardins, nos potagers, voilà, déjà, ça, je pense au niveau de l'extérieur. Et puis, là aussi, laver nos voitures, venez de le dire tout à l'heure, mais également, même nos sols, on peut aussi, du moment que, on peut laver aussi nos sols, nos terrasses, même si tout va, si on arrive à la rendre propre, quand je dis propre, pas potable. La nettoyer, en tout cas la traiter. La traiter et la nettoyer, on peut aussi faire l'usage de nos WC, parce que là aussi, nos toilettes, on peut aussi l'utiliser avec. Par contre, tout ce qui est usage, quand je dis domestico-alimentaire, non. Non. Et est-ce qu'il y a une réglementation qui existe en la matière et elle dit quoi, la réglementation? La réglementation est la même, en fait, je pense, pour les eaux de toiture, à part que, celle de toiture, elle est quand même plus propre que celle de parce qu'elle n'a pas touché le sol. Elle ne va pas toucher le sol. Et donc, il n'y a pas toutes les pollutions. On pourrait se poser la question, mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas les pollutions du quotidien, en fait. Il n'y a pas les pollutions du quotidien, vu que en fait, le sol, on a les voitures qui roulent dessus, donc forcément, on peut avoir un peu d'essence, un peu d'huile qu'il y a sur le sol qui va traîner avec. Du caoutchouc des pneus. Voilà, les caoutchoucs des pneus et tout ce tralala, on va dire. Et le toiture, c'est autrement, il n'y aura que les saletés du toit ou de... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Après, je reviens juste un point en face, je rejoins ma collègue complètement ce qu'elle disait sur les eaux de ruissellement. Après, quand à la rendre plus propre, il y a des systèmes qui existent avec, comme on revient toujours au niveau des pompes, avec des filtres au bout. Donc, il y a moyen de la rendre plus propre. De l'améliorer pour les usages autres, mais surtout, comme elle disait, pratico-alimentaire, ça, toujours, c'est exclu. Alors, je vous dis tout à l'heure, sur la partie réglementaire, ça on le sait aussi, que le code sanitaire ne prévoit pas non plus une vraie réglementation sur le sujet, en termes de eaux de ruissellement. Par contre, il y a aussi les pouvoirs publics, je parle des collectivités, notamment sur le sujet assainissement, peuvent aussi voir comment raccorder, soit par des billets, mais ça, c'est vraiment le code de l'urbanisme ou côté collectivités qui font des aménagements, ça c'est important, il ne faut pas les laisser à côté.
comment aussi capter ces taux de ruissellement, faire des bassins de rétention notamment, et voir à partir de ces bassins de rétention qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, justement, certaines collectivités ont commencé à installer des équipements pour récupérer certaines eaux de pluie, mais on voit très vite la limite de l'exercice parce que ça bouge tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi installer, comme il a dit, il y a filtre pour nettoyer l'eau, mais aussi du filtrage pour empêcher les embâcles. Pareil, hein, de s'infiltrer. C'est quoi un embâcle, Rukia Lahadji? C'est quelque chose qui risque d'empêcher en bois. C'est des déchets, c'est des déchets végétaux. C'est des déchets végétaux, même des déchets, on va dire, d'emballage. Ça peut être des déchets d'emballage, comme des déchets végétaux. Ça peut être machine à laver, ça fait des embâcles. C'est ça. Et ça bouge, en fait. Et ça bouge. Et c'est pour ça qu'on voit, notamment à Mamoudzou, devant la barge, dès qu'il pleut, ça très vite, ça déborde. Sur ce point-là, comme il disait, en fait, le système de récupération en France métropolitaine, je reviens dessus, bon, si j'y étais là-bas, donc je sais comment ça se passe. En fait, les récupérations de ces eaux de pluie, de ces eaux de ruissellement, est faite sur une station d'épuration. C'est les mêmes systèmes que l'assainissement. En fait, il y a 2 circuits différents. L'assainissement part d'un côté. Des eaux usées. Et les eaux de ruissellement, les eaux de pluie partent d'un côté. Et pareil, il y a un processus de traitement dessus. Et ces eaux de ruissellement-là, ils sont traités, une fois qu'ils sont traités dans ces stations d'épuration, ils peuvent être envoyés directement dans une station de potabilisation. Donc en fait, tout ce système-là... C'est des étapes. Voilà, il y a tout un circuit avec des bassins et des citernes qui vont être traités par des machines et compagnie. Et à la sortie, on a de l'eau, pas potable bien sûr, mais on a de l'eau claire. Utilisable. On a de l'eau claire. Claire. On a de l'eau claire qui va envoyer en usine. Et nous ici, quand les communes collectent, elle va où cette eau? Les eaux de ruissellement? Oui. Sont pas collectés pour aller dans les usines. On le sait, ça va dans le lagon. Oui, voilà. Oui, ça on le sait. Donc c'est gâché en fait. En fait, il n'y a pas de système de récupération des eaux de pluie en fait. C'est juste des systèmes d'irrigation pour diriger en fait l'eau dans un circuit pour la faire partir dans l'eau, dans la rivière, dans les lagons. Et là, l'impact, vraiment la problématique au niveau de l'impact est double. D'une part, cette eau très sale va dans le lagon, mais ne va pas seule dans le lagon. Elle amène avec elle la pollution des vrais polluants. Voilà, on peut voir juste à la fin de chaque pluie, quand on part dans les côtes, on voit bien les déchets qui sont accumulés sur les côtés. Il suffit de regarder les mangroves à marée basse, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Je pense que je peux parler vraiment des mangroves parce que Naïma, c'est quoi? Son métier, c'est nettoyer rivière et mangroves. Et on le sait, on nettoie aujourd'hui, mais demain, dès qu'il y a une petite pluie, tout revient. On recommence à zéro. Pourquoi? Voilà, en France, il y a des systèmes pour pouvoir récupérer ces déchets. Ils installent des filets. On le fait, mais c'est titanesque en fait. Oui. C'est énorme. C'est incroyable. En vrai, tout ce qu'on trouve dans ces filets. Oui. Après, c'est là, toujours pareil, c'est des installations qui doivent être faites par des communes ou des intercos. C'est ce qui a été fait ici, financé par le parc naturel marin, l'ARS, je crois, et les collectivités. Il y en a une dizaine, je crois, d'installés. Et c'est un entretien. Et c'était financé par France 2030, les investissements de France 2030. Et c'est des entretiens. Ça a des coûts, mais quand on voit les résultats, je me dis que... Mais alors, si on se projette un peu, si nos collectivités arrivaient à collecter cette eau, non pas pour la rejeter dans le lagon avec tous les dommages que vous avez expliqués, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et qu'on la traitait pour la rendre effectivement moins... en tout cas, pour enlever au moins la pollution, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ces eaux de pluie? Parce qu'on a bien compris que sans un pré-traitement, on ne pouvait pas faire grand-chose quand même. Donc une fois qu'il y a un pré-traitement qui est fait, on pourrait faire quoi? Mais, de toute façon, il vient de le dire tout à l'heure. Déjà, on regarde ce qui est assaini. Quand on dit c'est été récupéré par l'assainissement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, mais c'est prévu, on peut le faire. Il vient de le dire. Cette eau peut être potabilisée par la suite, d'une part. Et d'autre part, je parle des communes. Là aussi, où le département, lorsqu'il a des opérations, il récupère les eaux de ces opérations, les eaux de ruissellement via des bassins de rétention, je l'ai dit tout à l'heure. À partir de ces bassins-là, on peut tout faire, récupérer ces eaux. Tout ce qui est agricole, tout ce qui est jardin, tout ce qui est... Mais vraiment, l'espace public aujourd'hui qui peut nous pomper mais énormément d'eau potable pourrait, c'est-à-dire cette solution alternative, mais permettrait déjà de réduire la consommation de l'eau potable. Mais même par le bâtiment,
BTP. Voilà, vous retenez les eaux de pluie, vous faites des bassins de rétention, vous faites un système de récupération par la suite parce qu'elle est rendue claire, hein, voilà, filtrée, éclaircie. Et voilà, vous faites ça, vous offrez... Mais ça veut dire quand même, je vous pose la question à tous les deux, ça veut dire quand même changer quelque part nos modes de vie et revenir à des usages plus communautaires où il y a des réserves communes dans lesquelles les agriculteurs peuvent taper, les artisans aussi, parce qu'on l'a bien vu pendant la crise de l'eau, les artisans, ils étaient en grande difficulté. Les gros, les majors du département, ils avaient comme vous l'avez expliqué, leur propre bassin de rétention et tout, mais les petits, ils étaient coincés. Donc, on changerait nos manières de faire. Non seulement de changer nos manières de faire, mais aussi de changer un vrai sujet qui est la problématique de l'eau. C'est-à-dire, la problématique de l'eau que nous avons aujourd'hui, elle est liée sur plusieurs éléments. Là, ça fait partie un des éléments qui apporterait des solutions. Concrètes. Parce qu'on le voit à l'image, quand il pleut. Hein. Il pleut. Donc, ce sont des vraies solutions concrètes. Il y a aussi d'autres solutions, il n'y a pas que celle-là. Mais là, on changerait un mode de comportement, un mode de vie. On serait même, je dirais, on se sentirait bien même, parce qu'on serait rassuré à chaque fois qu'il y a un sujet, on sait que nous avons pris les choses en main. On n'a pas besoin d'aller puiser notre eau potable parce que nous avons vraiment une commune qui s'investit pour garder de l'eau pour ses artisans, pour ses jardins, pour ses CCAS. Mais même pour les associations, il y a beaucoup d'associations de plus en plus aujourd'hui qui replantent, qui verdissent les quartiers. Donc ça peut aussi servir à ça, cette eau. Un usage collectif, communautaire. Mutualisé. Et ça, c'est quelque chose. Ça créerait même du lien. Bien sûr. Ça créerait même du lien de vivre ensemble, du lien de bien vivre ensemble. Autre question, parce qu'on l'a bien vu sur la vidéo qui tournait pendant que vous parliez, quand il pleut, l'eau elle tombe pour du vrai et elle ruisselle en abondance. Comment toute cette eau-là que l'on voit à l'écran, comment on pourrait la capter et la récupérer? Parce qu'il y a des récupérations sur le côté, mais en bas des marges, tout ça, comment on fait? Les systèmes de grilles. Les grilles. Ah oui. Les grilles. Donc c'est des réseaux qui souterrains en quelque sorte. Oui, en fait c'est la création, les infrastructures, la création de réseaux pour pouvoir récupérer cette eau-là. Parce que cette eau-là, si on la récupère par exemple, et une structure de la commune qui est dans le coin, ils installent leur bassin. Le système de tuyauterie, ils récupèrent cette eau arrive dans leur bassin et après le bassin, ils créent un système de potabilisation de cette eau-là pour leur envoyer. C'est ça. Soit dans un autre bassin sur lequel ils vont le mettre et que pouvoir la récupérer après, les personnes qui en ont besoin, les agriculteurs et autres viennent récupérer. Même la mairie a besoin de cette eau, puisque la mairie mène des opérations de plantation, ils font des jardins, ils ont des espaces à entretenir, tout simplement. Des espaces à entretenir, donc ils peuvent venir récupérer cette eau-là. Mais si aujourd'hui on ne fait pas les infrastructures pour pouvoir récupérer cette eau-là, il n'y a personne qui va venir avec un seau, on va dire en dessous des marches pour récupérer cette eau et l'amener chez lui. Donc voilà, après c'est juste un problème de création. Il y a des bassins, il y a des ouvrages, il y a plein d'ouvrages à créer avec ces systèmes-là. Mais qui finance? Et là, je le dis encore, il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui vienne faire. Ce sont nos collectivités, dans le cadre de leur programmation des opérations, d'aménagement, de prévoir tout cela. Donc, et ça, ce n'est pas l'État qui va venir faire. Ça, c'est vraiment nous encore. C'est important de le préciser parce que très souvent, quand on parle, on dit l'État n'a pas fait. Mais c'est ça. L'État, c'est pas son boulot. C'est pas son boulot. C'est dans le cadre de la réflexion depuis la faisabilité jusqu'à la concrétisation du projet, mais de penser en amont à intégrer tous ces systèmes. Et il y a des spécialistes pour ça qui savent le faire. On le voit là. On a notre spécialiste sur le plateau. Il y a des normes réglementaires. Après, les normes réglementaires, c'est qu'à chaque commune de lancer la démarche. Après, chaque commune se rapproche des intercos. On connaît les systèmes. Les intercos, ils disent qu'on on peut la démarche, mais il y a une structure qui est spécialisée dans ça et chacun se rapproche. Et à la fin, on budgétise. On sait que la commune va apporter, on va dire, 30% de la somme qui est demandée. Après, l'interco en apporte 50% et l'autre rajoute un peu le complément. Puis il y a les fonds européens qui peuvent aussi être utilisés pour ça. Les fonds européens, l'ADEME, vous savez aussi. L'ADEME aussi, oui. Ça peut rentrer dans le SDAGE. Voilà. Oui, dans aussi. Et puis, on va pas loin. On sait que sur ce sujet-là aussi, les intercos
sont compétents en matière de GEMAPI, donc la gestion, voilà, donc ça, des eaux pluviales. Donc là, c'est tout un système, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Oui. Avec ça, on crée du vrai lien, je l'ai dit tout à l'heure. Puis on je crée le du redis. travail On On crée aussi. des crée du emplois, travail, et puis on enlève ce qu'on appelle la précarité Que l'on a sociale, connue, hein. économique Voilà. et tout ce Après, qu'on va voilà, avec. dans la création Voilà. d'emplois, c'est juste que le C'est système ça. qu'il ne faut pas oublier, C'est on ça. crée, mais derrière, il y a un entretien. Donc C'est forcément, il faut créer le travail et les agents d'entretien qui vont venir entretenir tout ça. Là. Mais tout C'est ça, ça. ça crée de l'emploi. Ça C'est- crée de C'est l'emploi, c'est voilà. plutôt positif pour la société bénéfique- qui a c'est bénéfique besoin pour tout le de monde. travailler. C'est ça. Puis C'est c'est ça, des c'est emplois ça. qualifiés, C'est donc ça, c'est ça. on est entre guillemets recyclable comme l'eau. Recyclable, et c'est Et possible. voilà. Hein. Et même si c'est les communes se disent non, à pas avoir le moyen de déformer ces gens, il y a des formations qui existent, financées Tout à par fait. l'État, financées par. Par le Oui, par le CNFPT, hein, tout CNFPT, simplement. Oui. Tout simplement. Oui, Et là, voilà. même si on n'a pas la formation sur le territoire, on sait aussi à la mobilité qui existe, que ce soit Il y a- CNFPT, des fonds européens aussi sur le sujet qui peuvent aller, on peut aller mobiliser des fonds pour aller former sur des compétences spécifiques. Donc tout ça, c'est on- possible. Le on- fonds social, hein, le FSE, il est là, il peut être mobilisé sur pas mal de sujets, notamment ce sujet-là. Ce Donc, sujet-là. On l'a pas sur les territoires ici à Mayotte, mais en France, il existe l'Office de l'eau. Et l'Office de l'eau fait justement la formation sur ce genre de On n'a pas formation. encore d'outils comme celui-là, mais on en a déjà pas mal, hein, des outils. Oui, et nous... Si on utilise déjà ce que nous avons, Anne, je peux vous dire. On a un serait comité bien. de, alors ça s'appelle plus comité de bassin, Comité mais de on la a un biodiversité, comité, on a voilà, comité de la biodiversité. On a un syndicat des eaux. On a des structures pour, mais Voilà. Qui juste sont en voilà. capacité Absolument, de prendre à leur absolument. charge tout ça. Et puis surtout, Non, mais il y a des c'est fonds pas européens. Le syndicat des eaux, Anne, s'il vous plaît, c'est les eaux de Mayotte. Les eaux de Mayotte. Je Pardon. vous remercie. Le syndicat Les Eaux de Mayotte, Mayotte, voilà. l'EMA. Le LEMA. Le LEMA, Le LEMA. exactement. Est-ce que ça coûte cher d'installer ce... Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que techniquement, c'est accessible rapidement ou ça prend des années d'études et des années de commandes et des années pour mettre en place une telle organisation, c'est-à-dire récupérer nos eaux de pluie? Tout Et de le dépend. faire bien, hein, c'est-à-dire pas en étant Oui, bouché oui, au bout voilà. de 3 jours. hein. Non, Ce mais qui est tout- sûr, c'est pas du court terme immédiat. C'est pour ça demande d'études. On le sait bien. Un temps d'étude n'est pas le temps de réalisation, n'est pas le temps de la livraison. Donc c'est sûr, c'est pas du long terme non plus, mais c'est du moyen terme. Donc aux 3-5 ans. Voilà, à 3-5 ans, nous sommes en capacité, même capables, même de 2-5 ans, je vais même aller 2-5 ans, nous sommes en capacité de créer une vraie dynamique sur le sujet de l'eau, notamment comment la préserver, comment la conserver, comment la rendre potable. Je parle bien de l'eau de pluie, qu'elle vient de nos toits ou qu'elle vient de nos ruissellements. Il y a un vrai sujet que les pouvoirs publics compétents, je le dis bien, peuvent se saisir et pouvoir apporter des vraies solutions concrètes pour sa population. Et ça créerait, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'emploi, ça va enlever de la précarité, ça va créer de la valeur, ça donnera même une fierté à Mayotte de dire nous sommes, de la biodiversité, nous sommes écologiques. Voilà, vraiment, c'est Oui, et puis de l'écologie, tout ça derrière. On transforme aussi la vie communautaire, donc C'est on crée une dynamique de C'est quartier. une vraie dynamique et de quartier, et du village, et de la commune. Vraiment, je lance et je le relance. Les communes, saisissez-vous du sujet, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez en sortir que très fort et plus fort et meilleur. Après, tout ça, c'est un circuit. Donc, on peut voir petit et au fil du temps, agrandir un peu les circuits. C'est ça. On peut se dire, on fait un circuit à l'échelle d'une commune, une centaine de mètres. On crée un circuit sur une centaine de mètres avec juste le puits et quelques grilles avec 2-3 de récupération. Après, au fur et à mesure, on se dit que dans la commune, on a besoin de plus. Du coup, on agrandit les circuits, on remet des tuyauteries et ainsi de suite. Et donc, ce système-là, ça peut prendre 1 an. Si on vise petit, ça pour peut un prendre test. 1 an pour un test. Et après, au fur et à mesure, en 5 ans, on a créé tout un circuit dans une commune. Pour toute la ville. Voilà, on a créé en 5 ans, on a créé pour toute la ville. Et ainsi, si une commune se saisit, comme elle a dit, se saisit de l'idée et crée pour sa commune, je suis d'accord. avec Déjà, elle. il y a les Toutes intercos toutes les qui vont communes vont, s'intéresser toutes les communes au vont décider sujet. de suivre derrière.
Alors, certains de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs pourraient tout de suite se dire, oui, mais il y a tellement... Là, on voit une vidéo, l'eau, bon, on voit bien qu'elle est pleine de terre, à la couleur, on le voit, mais il n'y a pas de déchets dedans. Donc, un filtre permet de récupérer la terre et tout. Mais comment... Est-ce qu'il ne faut pas, avant de s'engager dans ce type de travail, est-ce qu'il ne faut pas gérer déjà les déchets? Parce que on a parlé tout à l'heure, quand vous décriviez ce qui était un embâcle, on a parlé des lave-linges, enfin en tout cas de l'électroménager, on a aussi des bouteilles d'eau en abondance, des tongs, enfin on récupère plein de trucs dans les filets d'attrapage de déchets. Est-ce que c'est pas un peu trop, on n'est pas un peu trop en amont finalement par rapport à la situation du département? Ce que je dirais, il y a deux choses. Nous avons vécu la crise de l'eau. C'est très important que dès à présent, les pouvoirs publics, je le dis bien, compétents, se saisissent du sujet de déchets, parce que nous allons aussi vivre le sujet de la crise des déchets, parce que ça, on le sait. Nous avons ici des déchets de toutes sortes. On n'est plus comme il y a une cinquantaine d'années que nous parlons des déchets de noix de coco. De noix de coco. C'est fini ça. Ça s'appelle de déchets mécaniques, des déchets d'emballage, et ce sont des déchets très nuisibles. Et là, je parle en connaissance de cause. Je suis dans les déchets. Quand je dis je suis dans les déchets, Naïma, c'est son sujet, c'est son ADN. Nettoyer rivières et mangroves, les quartiers inaccessibles, les quartiers en hauteur. Je vous donne juste à titre d'exemple, je pense que vous vous rappelez très bien, lorsque nous avons démarré Naïma, c'était dans la mangrove de la Déal, on parle de la rocade Déal. De Msapéré, oui. De Msapéré, vous vous rappelez bien, Anne, comment c'était cette rocade avant que Naïma intervienne, je peux vous dire, à l'intérieur de cette mangrove, de cette boue, nous avons retrouvé de tout, des voitures, baignoires, congélateurs, pneus, roues. Voilà. Donc ça, nous avions même des cuissards pour pouvoir extraire les déchets, tellement les déchets étaient enfuis, et puis bon, quand on descendait, ça dépassait les genoux, donc il fallait des cuissards qui arrivent à la poitrine pour pouvoir extraire ces déchets-là. Donc, et c'est pas fini, parce qu'on le voit bien, on avait nettoyé. Ça se reconstitue tout le temps. Vous l'avez remarqué, ça a commencé à se reconstruire, alors que c'était très propre lorsque nous sommes partis, mais 2 ans après, on voit bien, ça se reconstruit, même, c'est pas 2 ans après, 6 mois après, on avait déjà commencé à voir. Donc ça, c'est important. Et le sujet de déchets, c'est là où je vais terminer en disant, nous devons aussi changer nos comportements sur le déchet, savoir trier. Le tri, c'est ce qui va nous permettre de sauver notre trou d'enfouissement, parce que nous avons un trou, et ce trou-là, aujourd'hui, il est déjà rempli, ça on le sait. Il nous reste quoi, 1 année ou 2? Ça veut dire si d'ici 1 an ou 2, nous n'avons pas le deuxième trou. Et j'en parle parce que c'est important que la population soit saisie, qu'on lui dise ce qui va se passer. Il ne faut pas attendre quand c'est fait et de dire on a un problème, les déchets, on ne va plus les ramasser, on les ramasse 1 fois par semaine, comme l'eau. Ça serait grave. Là aussi, c'est dès maintenant pour que la population puisse s'approprier les bons gestes de déchets, trier ces bouteilles en plastique dès maintenant, pour que Citeo puisse les amener hors territoire et pouvoir bien sûr aller les valoriser, créer d'autres bouteilles ou d'autres, trier tout ce qui est, comment dirais-je, métallique, les canettes, tout ce qui va avec, le verre, donc de trier tous ces emballages-là. C'est 100% recyclable, le tout verre. à fait. Et nous avons une structure qui s'appelle Habitam, qui est vraiment formidable. Oui. Et là aussi, nous avons tout le reste du plastique que Habitam peut aussi les transformer. Je parle de nos barquettes, je parle de nos pots de yaourt, je parle de nos pots de yop, etc., etc. Mais je parle aussi des plastiques qui sont les couverts de nos WC, les couverts qu'on appelle les pare-chocs des voitures. Tout ce qui est plastique, autre que de la bouteille, Habitam aujourd'hui peut les récupérer. Mais là aussi, une structure comme celle-là, il faut qu'elle ait un appui réel des pouvoirs publics, qu'elle puisse se développer, parce que là, aujourd'hui, Habitam, je ne suis pas adhérente d'Habitam, pour vous dire, mais je considère c'est un sujet qui nous concerne tous. Les déchets, l'innovation en plus. C'est innovation, et qu'avec ça, elle peut créer un vrai dynamique économique en créant des blocs pour... des petites briques comme ils voulaient faire pour construire des maisons. Construire des maisons, même nos sols, même faire des choses avec des couverts, un peu de tout, réutiliser ces plastiques-là. Donc là aussi, c'est important. Et là aussi, les concessionnaires. Là aussi, il nous faut absolument les éco-organismes concernant tout ce qui est des toiseux, réellement qu'on puisse les faire partir. Donc tout ça, c'est un travail. Les pouvoirs publics compétents
je parle bien de ces pouvoirs, ils se reconnaissent aujourd'hui, qui se pensent sur le sujet, qui a une vraie dynamique à accompagner les structures qui sont sur place pour qu'ils puissent créer de cette innovation. C'est une innovation sociale, mais à la fois économique et environnementale. Et ça va nous permettre, bien sûr, là aussi, de faire vivre nos puits plus longtemps et de ne pas se retrouver le jour au lendemain. Les déchets, on les ramasse une fois tous les 2 semaines. Merci. Et du coup, on a parfaitement compris le lien entre déchets et eau. C'est que quand c'est pas ramassé, forcément c'est sur le sol. Et avec les pluies importantes telles qu'on a pu les voir pendant l'émission, effectivement, tous les déchets déjà partent dans le lagon, mais auparavant souillent l'eau et rendent plus compliqué la récupération des eaux de pluie, parce que on l'a vu, ça bouche effectivement les canalisations et la pluie est tellement forte et les déchets sont quelquefois tellement nombreux que les outils standards de métropole sont pas opérants totalement ici en zone tropicale, avec de la pollution en plus de déchets. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à tous les Merci deux. à vous. Je crois qu'on attend maintenant que les communes se saisissent du sujet pour transformer un peu ces modes de vie et puis avoir des réserves communautaires d'eau qui peuvent être utilisées, évidemment pas de manière, comme vous l'avez dit, pour des usages alimentaires ou pour des usages domestiques, mais au moins pour pouvoir à la maison laver les sols et surtout l'agriculture et tout ce que chaque commune a envie de développer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Anne. C'est la fin de cette émission et on se retrouve très vite sur le plateau Agir pour l'environnement avec d'autres invités et un autre thème. À bientôt.